Il pensait qu'épouser un vagabond désespéré et sans emploi serait le clou final dans le cercueil de la vie d'une mère célibataire. Il ne réalisait pas qu'elle venait d'embaucher un ancien, requin du droit de la famille de premier plan qui se cachait en pleine vue. Permettez-moi de planter le décor. Il y a 2 ans, ma vie était un empire à haut risque et à haute récompense. Je m'appelle Julien Vance et j'étais l'avocat en droit de la famille le plus redouté de l'État. Je ne faisais pas que gagner des affaires. Je démantelais les narcissiques, exposais les actifs cachés et protégeais les vulnérables avec une précision chirurgicale et impitoyable. Mais mon succès implacable a fait de moi une cible. Les associés seniors de mon propre cabinet, qui blanchissaient de l'argent via les comptes en fiducie des clients, m'ont tendu un piège pour faux professionnels afin de couvrir leurs propres traces. Plutôt que de combattre un système corrompu qui avait déjà pris sa décision, j'ai tout quitté. J'ai rendu ma licence, j'ai fait mes bagages et j'ai conduit jusqu'à une petite ville côtière calme et oubliée pour trouver la paix. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec le droit, les tribunaux ou la cupidité toxique de la ville. J'avais besoin d'un travail simple pour survivre. C'est ainsi que je me suis retrouvé à la porte de la boulangerie The Salt et Sage, demandant à la propriétaire épuisée et magnifique nommée Clara un travail pour laver la vaisselle ou balayer les sols. Clara m'a regardé, ses yeux cernés d'une fatigue profonde et chronique. Elle tenait une petite fille de 6 ans endormie sur sa hanche. Elle ne m'a pas offert un salaire. Au lieu de cela, elle a regardé la convocation en justice froissée dans son autre main, a essuyé une larme sur sa joue et a chuchoté. « Je n'ai pas besoin d'un plongeur, j'ai besoin d'un mari. » Elle a expliqué la situation avec une dignité calme et désespérée. Son ex-mari, Marcus, était un agent immobilier riche et manipulateur qui détruisait systématiquement sa vie. Il avait secrètement vidé leurs économies communes, la laissant avec des dettes massives. Maintenant, il utilisait une faille juridique vicieuse. Il demandait la garde exclusive de leur fille, Lily, arguant que Clara était une mère célibataire instable et financièrement ruinée, inapte à élever un enfant. De plus, une clause dans leur accord de divorce stipulait que si Clara restait célibataire et en faillite, Marcus pouvait légalement saisir la boulangerie et la maison pour couvrir les arriérés de pension alimentaire qu'il avait intentionnellement fabriqués. L'audience pour la garde était dans exactement 3 semaines. Marcus était suffisant, confiant et intouchable. Je n'ai pas hésité. J'étais un homme qui n'avait rien à perdre, un esprit juridique brillant et une haine profonde et brûlante pour les hommes qui utilisaient le système judiciaire pour terroriser les femmes et les enfants. Je serai ton mari, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Mais nous faisons ça à ma façon. Pas de questions sur mon passé, et tu me laisses gérer la stratégie juridique. Clara acceptait. Nous avons eu un mariage discret et sans cérémonie au tribunal le lendemain matin. Marcus l'a appris. Immédiatement, il s'est présenté à la boulangerie cet après-midi-là, son costume italien coûteux semblant absurdement déplacé parmi la farine et les plateaux de cuisson. Il a ricané devant mes bottes usées, mon pull simple et la berline modeste que je conduisais. Il a regardé Clara avec un mépris non dissimulé. « Tu crois qu'épouser un vagabond fauché et sans abri va te sauver? Clara, Harry Marcus, un son dur et grinçant. Le juge verra clair dans ce mariage de convenance. J'aurai quand même la garde exclusive, je prendrai la boulangerie, et je m'assurerai que tu ne revois plus jamais Lily. Tu es pathétique. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait un pas en avant pour donner un coup de poing. Je ne lui ai pas donné la réaction émotionnelle qu'il cherchait désespérément pour me peindre comme un étranger volatile et dangereux. Je l'ai simplement regardé avec une indifférence calme et clinique. « Tu es le bienvenu pour essayer, Marcus, » ai-je dit tranquillement, ma voix à peine au-dessus d'un chuchotement mais portant parfaitement dans la boulangerie calme. « Mais tu voudras peut-être revoir tes propres divulgations financières avant de menacer ma femme. » Les yeux de Marcus se sont rétrécis, son rictus vacillant pendant une fraction de seconde avant qu'il ne renifle et ne sorte en claquant la porte derrière lui. Au cours des 3 semaines suivantes, Marcus a mené une campagne d'intimidation implacable. Il a déposé des motions frivoles, a essayé de me faire enquêter par les services de protection de l'enfance et a même fait répandre des rumeurs en ville par ses amis selon lesquelles j'étais un criminel. Je ne me suis pas battu avec lui dans les rues. Je ne me suis pas mis en colère. Je me suis mis au travail. J'ai utilisé mon ancien ordinateur portable sécurisé et crypté. J'ai extrait les dossiers publics, les actes de propriété et les dépôts d'entreprise pour l'agence immobilière de Marcus. J'ai passé mes nuits à la table de la cuisine, en recoupant les anciens relevés bancaires de Clara avec les déclarations de difficultés financières supposées de Marcus. Je n'étais pas juste un homme à tout faire de boulangerie. J'étais un maître du droit de la famille. Et en creusant plus profondément, j'ai trouvé le filon. Marcus n'avait pas seulement vidé leur compte commun,
Il cachait des millions sur des comptes offshore, dirigeait un immense système d'évasion fiscale et détournait secrètement les bénéfices de la boulangerie vers une société écran au nom de sa maîtresse. Il commettait une fraude fédérale. Le point de rupture est arrivé le jour de l'audience pour la garde. La salle d'audience était tendue. Marcus était assis à la table du demandeur, entouré d'une équipe juridique arrogante et hors de prix. Il avait l'air suffisant, vibrant presque d'anticipation de sa victoire. Son avocat a brossé un tableau tragique d'une mère désespérée et en faillite qui avait épousé un homme mystère juste pour contourner le système. Quand ce fut notre tour, l'avocat commis d'office de Clara s'est levé, l'air nerveux. Mais j'ai doucement posé une main sur son épaule, je me suis levé et j'ai marché au centre de la salle d'audience. « Votre honneur » ai-je dit, ma voix projetant l'autorité imposante et sans effort d'un homme qui avait possédé cette pièce pendant une décennie. Je représente ma femme, Clara, et j'aimerais verser au dossier un audit financier nouvellement découvert. L'avocat de Marcus a levé les yeux au ciel. Votre honneur, ce vagabond sans licence n'a aucun droit de... En fait, conseiller, léger interrompu, mon ton glacé et tranchant. Je suis Julien Vance. Peut-être avez-vous lu mes plaidoiries. J'ai peut-être rendu ma licence, mais j'ai pleinement le droit de représenter mon conjoint devant le tribunal de la famille. Et ce que j'ai ici va changer toute la trajectoire de cette affaire. J'ai remis le dossier paix et relié au juge. Ce sont les registres financiers vérifiés des avoirs immobiliers de Marcus. Comme vous pouvez le voir à la page 12, tout en prétendant être pauvre et en exigeant la maison de ma femme, Marcus a secrètement détourné plus de 3 millions de dollars vers des comptes offshore et une société écran pour cacher ses actifs au fisc et à ce tribunal même. Ce n'est pas seulement une violation de l'accord de divorce. C'est une évasion fiscale fédérale et un parjure. Le sourire suffisant de Marcus a disparu instantanément. Son visage est devenu pâle, la couleur drainant de ses joues si vite qu'il ressemblait à un fantôme. Ses avocats hors de prix ont feuilleté frénétiquement les pages, leurs mains tremblant alors qu'ils lisaient les preuves indéniables et mathématiquement prouvées. De plus, ai-je continué, ma voix parfaitement calme, résonnant dans la salle d'audience silencieuse, j'ai déjà envoyé une copie certifiée de ces preuves à la division des enquêtes criminelles de l'IRS et au procureur du district. Ils examinent actuellement s'il faut inculper avant même que ce tribunal ne lève la séance. Le juge, une femme stricte avec une tolérance zéro pour la tromperie au tribunal, a regardé par-dessus ses lunettes en direction de Marcus. Le silence dans la pièce était assourdissant. « Vous êtes venu dans mon tribunal », a dit le juge, sa voix dégoulinant de mépris glacé, et avait tenté d'utiliser le système juridique pour extorquer une mère et un enfant, tout en commettant activement une fraude fédérale. Elle n'a pas seulement refusé la demande de garde de Marcus. Elle l'a rejeté avec une extrême préjudice, accordant à Clara la garde exclusive et totale. De plus, elle a ordonné à Marcus de payer tous les frais juridiques de Clara, les arriérés de pension alimentaire rétroactifs et des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle, liquidant effectivement ses actifs visibles sur place. Marcus s'était lancé, le visage rouge de rage, ses mains serrées en poing serré. « Tu m'as tendu un piège. Tu n'es qu'un moins que rien. Je vais te détruire. » J'ai fait un pas en arrière calmement, gardant ma voix stable, mes yeux verrouillés sur les siens avec une autorité absolue et glaciale. Je suis l'homme qui lit les petites lignes. Marcus, tu as essayé de détruire une famille que tu ne respectais pas. J'ai juste appliqué la loi. 2 agents fédéraux, qui étaient assis tranquillement au fond de la salle d'audience, se sont levés et ont marché vers Marcus. Il a été emmené dans de lourdes menottes, criant des menaces que personne n'écoutait, son empire s'effondrant en poussière autour de lui. Une semaine plus tard, Clara et moi étions assis sur le porche de la boulangerie, regardant le coucher de soleil. L'entreprise prospérait, la dette avait disparu et Lily jouait en toute sécurité dans la cour. Clara m'a regardé, un sourire sincère et radieux sur le visage, le loup-fardeau des dernières années enfin levé de ses épaules. « Tu n'as pas juste sauvé ma boulangerie », a-t-elle dit doucement, penchant sa tête contre mon épaule, sa main trouvant la mienne. « Tu as sauvé ma fille. Tu nous as rendu la vie. » J'ai regardé la femme qui m'avait donné un foyer, un but, une raison de me battre quand je n'avais absolument rien. Je ne ressentais plus la colère de ma vie passée. La trahison de mon cabinet, la perte de ma carrière, tout cela semblait appartenir à une autre vie. Je ressentais juste la paix. Je ne t'ai pas sauvée, Clara, ai-je dit en serrant doucement sa main. J'ai juste investi dans la bonne partenaire. Et pour la première fois de ma vie, le retour sur cet investissement est incommensurable. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à donner des coups de poing, à crier ou à agir sous le coup d'une colère impulsive. Parfois, il s'agit simplement de lire tranquillement les petites lignes, de rassembler les preuves et de laisser la loi froide, dure et impitoyable faire le gros du travail.